Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, afin de prolonger un petit peu la féerie de Noël, je vais vous parler d'un conte musical français réalisé par Jacques Demy, le troisième brûlot du monsieur que j'évoque sur la chaîne. Après les Demoiselles de Rochefort et les Parapluies de Cherbourg, je veux bien sûr parler de Peau d'âne, sorti en 1970, l'adaptation plutôt fidèle sur le papier du célèbre conte de Charles Perrault, mais en mode chanté donc, très coloré et un petit peu pop art, ce qui était très original en France à l'époque. Et au casting, nous retrouvons Catherine Deneuve et Jacques Perrin dans les rôles principaux, ça tombe bien puisqu'ils étaient déjà là dans les Demoiselles de Rochefort, et leurs voix chantées sont une nouvelle fois assurées par Anne Germain et Jacques Revaux, comme quoi on est vraiment en terrain conquis. À leur côté, un grand nom du cinéma français, Jean Marais, qui joue le roi bleu. Il y a également Delphine Seyrig dans le rôle de la marraine, la fée des lilas, Micheline Prel, qui a récemment fêté ses 100 ans et qui joue la Reine Rouge, la mère du prince, et l'apparition très brève, non créditée, d'un certain Coluche, l'acteur humoriste qui fait ici l'un de ses premiers rôles au cinéma, que l'on voit 5-10 secondes en train de chanter, pas avec sa voix, dans un village avant de tomber à la renverse. C'est amusant. Et donc l'histoire est assez glauque sur le papier, puisque nous avons un roi, donc le roi bleu, qui vient de perdre son épouse, décédée, et qui cherche à la remplacer uniquement, en tout cas s'il trouve une femme encore plus belle qu'elle, ce qui semble totalement impossible. Et à un moment, il se rend compte qu'une jeune dame lui ressemble comme deux gouttes d'eau, et pour cause, c'est sa fille. Bah oui, jouée par Catherine Deneuve, qui joue aussi la mère, il se rend compte comme ça. Et donc, le roi, en voyant cela, il se dit hey, « j'ai envie d'épouser ma fille ». Ouais, c'est de l'inceste, c'est assez bizarre, mais c'est comme ça dans le conte. Et évidemment, donc la jeune fille du roi ne va pas accepter cela facilement. Elle va donner des défis à son père. Elle acceptera de l'épouser si il arrive à lui faire une robe couleur du temps. Ce qu'il réussit à faire. Donc elle demande ensuite une robe couleur de lune. Oui, réussite également. Une robe couleur du soleil, pareil. Donc là, elle est un peu piégée. Elle va demander conseil à sa marraine, la fée des lilas, qui lui dit que non, un enfant ne peut pas épouser son parent. C'est une des chansons du film. Et elle va essayer donc de faire en sorte que son père soit piégé grâce à ces conseils-là, en lui demandant la peau de son âne. En gros, sacrifice de l'âne banquier qui fait caca de l'or. Voilà. Et ouais. Et du coup, ça va encore fonctionner. L'âne va être sacrifié et notre princesse va devoir s'enfuir pour éviter ce mariage en se camouflant sous cette peau d'âne. Eh oui, la dépouille de l'animal, la transformant ici en souillant, un laidron. Elle va arriver dans un village où tout le temps semble être suspendu et se cacher dans une chaumière et être un peu méprisée. Il y a une sorcière, etc. Jusqu'au moment où quand même, le prince rouge local va se rendre compte qu'elle existe et qu'elle n'est pas si laide que cela, etc., etc. Et là, on reprend évidemment le mythe de Cendrillon, non pas avec une pantoufle en verre, mais avec une bague cachée dans un gâteau. Et c'est spécial comme film, clairement. Par contre, ça a beau être très décalé et un peu étrange à découvrir aussi tard, ça fonctionne. C'est assez génial. J'avoue, même si ça ne sera pas mon style de film préféré, parce que c'est une approche qui fait que pour moi c'est un peu du one shot, je le reverrai un jour, mais c'est pas le genre de brûlot que je vais me regarder tous les jours, quoi. Mais c'est la magie de Jacques Demy, c'est-à-dire que même sur les Demoiselles de Rochefort, celui-là j'ai vraiment beaucoup aimé, ou les Parapluies de Cherbourg, où quand même ils chantaient pour tout et rien, même quand ils allaient faire le plan, ou quand ils allaient à table, il y a toujours un truc très bizarre dans son cinéma-là. Surtout donc dans ses films chantés, puisqu'il a fait des films non chantés aussi, mais là je n'ai vu que sa période musicale pour l'instant, enfin, du moins ses œuvres où il y a de la musique chantée. Et bien là, en fait, cet univers assez spécial fonctionne absolument parfaitement dans la transposition de ce conte, qui est déjà un petit peu burlesque sur le papier, et qui ici est, j'ai envie de dire, magnifié, parce que dans mes souvenirs, il n'est pas extraordinaire, Peau d'âne, niveau écrit. Mais bon, ça doit passer pour les enfants, et encore, l'histoire est un peu sombre. Là, en fait,
il y a presque des moments d'absurde, de l'humour et des trouvailles visuelles qui font que, oui, on est purement dans un conte, dans un univers à part qui n'est pas le nôtre, qui est décalé dans un passé, mais aussi ancré dans une forme de présent, parce qu'on a des objets du quotidien de l'époque qui s'immiscent de temps en temps, comme ça. Alors, il y a une scène de fin que je ne vais pas spoiler, qui est assez folle. À un moment, on voit un téléphone auprès de la Fée des Lilas. Pourquoi pas, hein, après tout. Mais oui, et il y a un feeling qui fait qu'on est happé par l'ambiance, même si par moments ça paraît ridicule, il y a quand même un truc qui va se connecter chez le spectateur, si bien sûr il accroche à l'histoire. Bon, après c'est toujours pareil, hein. Enfin, il faut accrocher à l'atmosphère. C'est pas forcément le genre de film qui va plaire à tout le monde. Et qui sur le papier ne peut aussi me laisser de côté. Mais là, ça a fonctionné, sans que ce soit ultime. Parce que voilà, les chansons sont très bien. Ça aussi, pour que ça marche, il faut quand même que l'aspect musical, qu'on accepte, marche sur le plan de la mélodie et des paroles et tout. Donc l'aspect totalement décalé est là, mais aussi la musique, les compositions de Michel Legrand, parce que je ne l'ai pas mentionné, mais il est là encore, hein, ce grand monsieur de la musique française, pour le cinéma, entre autres, mais surtout connu pour ses compositions au cinéma. Il y a des trucs qui sont hyper marquants. La chanson, par exemple, de la Fée des Lilas, où elle dit mon enfant, on n'épouse pas ses parents. Enfin, j'ai pas les paroles exactes, d'ailleurs, il me manque sûrement quelques trucs parce que j'étais pas dans le rythme. Il y a la musique aussi, donc dans ce village, justement, où il y a Coluche, elle a des insultes, c'est assez glauque. C'est une scène, d'ailleurs, un peu de harcèlement, sur le moment, et d'acceptation ou non-acceptation, justement, de la différence. Il y a aussi ce propos-là, hein. Il y a la musique aussi de la recette du cake d'amour, qui est assez enivrante quand même. La chanson du prince, des amoureux, et j'en passe, parce que c'est vraiment foisonnant là-dessus. Parfois, c'est assez ridicule sur les paroles, il faut l'avouer. Mais justement, on est dans cette approche-là qui fait que le film se déroule dans un ailleurs, qui est évidemment sublimé par l'aspect mise en scène et visuel. Parce que oui, musical, ok, mais les costumes, waouh, gros budget derrière, hein. On voit qu'il y avait une approche là aussi très ambitieuse, au-delà donc de l'aspect un peu décalage. Les décors, forcément, tout ça va avec. Ils ont quand même tourné au château de Chambord à la fin, pour avoir les autorisations et tout, bah oui, ça a dû douiller. Et voilà, les univers différents que l'on traverse, forcément, d'un endroit à l'autre. Les figurants aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont engagés. Et aussi, donc, ces chorégraphies, à certains moments, on voit que c'est vraiment huilé, mise en scène avec des trouvailles visuelles, également cette rose là qui parle, le perroquet qui chante, la sorcière qui crache un crapaud, enfin, on peut en faire une liste de au moins une trentaine de choses, des moments marquants comme ça qui, hop, sortent du lot, mais qui s'insèrent parfaitement dans cette narration, dans cette intrigue, qui de toute façon, on l'accepte très vite telle qu'elle, ne va ressembler à rien que l'on connaît, si ce n'est justement un vrai conte de fées. Et ça, c'est vraiment assez fort de transposer ceci au cinéma avec une inventivité moderne pour l'époque sur des écrits assez anciens. Donc voilà, c'est là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire de négatif, hein, c'est sûr. D'autant plus que Jacques Demy n'oublie pas de penser cinéma, au-delà de sa mise en scène, à quelques références. On voit que c'est un amoureux du travail de Jean Cocteau. Il y a Jean Marais, on pense à La Belle et la Bête, qui a clairement à un moment presque cité sur une scène. Il y a du Jean Marais qui nous déclame du Cocteau. On est vraiment presque dans un côté méta. C'est Orphée, hein, je crois, hein, qui est cité, sachant qu'il a joué aussi dans Orphée et dans La Belle et la Bête. Bon, bref, c'est là où on voit que Jacques Demy, il avait aussi envie de rendre hommage à ses aînés, je vais dire ses ancêtres, non, ses aînés quand même. Et oui, c'est très bien. C'est très bien, même si voilà, c'est pas le style de cinéma que je vais affectionner tout le temps. De temps en temps, se faire une telle heure, ça fait du bien et ça aère l'esprit aussi. Ça permet de s'évader. C'est exactement ce que ce film réussit à faire en tout cas. Puis bon, au niveau acteur et actrice, il s'amuse, on le sent. Tout le casting s'amuse. Même si ça devait être exigeant quand même, on sent qu'ils y ont pris un grand plaisir. Bref, à vous la parole. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de Podane le film, du conte ou du cinéma de Jacques Demy. Et je pense que c'est quand même un long métrage qui est à revoir en cette période entre Noël et Jour de l'An. Je pense que l'ambiance est posée, même en famille, à tester en famille. Ça peut fonctionner. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao.